Bienvenue dans ce premier café PME Plus de l'année. On est ravis d'avoir avec nous Justine Lossoir, responsable RSE du groupe Le Gret. Le Gret qui a récemment été entièrement labellisé avec l'ensemble de ses activités en 2024, fin 2024. Donc, une vision à 360 de la RSE au niveau du groupe que Justine a mise en place. Et c'était l'occasion aussi de présenter les actions qu'elle a menées en termes de consultation des parties prenantes et des enjeux qui s'imposent à vous PME de plus en plus avec des aspects réglementaires. Cette action nécessaire à la stratégie RSE devient plus complexe et on remercie Justine de pouvoir nous montrer un petit peu quelques bonnes pratiques qu'elle a pu mettre en place dans ce sens. Donc, je la laisse présenter à la fois le groupe et les actions. Et puis, si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez surtout pas. Le format Café PME Plus est interactif. Et on se retrouve à 10 heures pour les questions-réponses un peu plus en détail. Merci à tous. Merci beaucoup Catherine pour l'introduction et bonjour à tous. Donc je vais vous partager mon écran qui devrait s'afficher. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas apparaître la présentation. En tout cas, bonjour à tous et puis ravie d'être là aujourd'hui pour effectivement un petit peu vous parler du groupe Le Gret et d'une démarche RSE qu'on a pu mettre en place notamment grâce à la consultation de nos parties prenantes. Donc effectivement, je m'appelle Justine Lossois, je suis responsable RSE du groupe Le Gret depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, je suis arrivée à un moment où le groupe avait pas mal de bonnes pratiques RSE, était déjà labellisé label PME+, sur 3 de ses entités et souhaitait un peu structurer sa démarche RSE avec voilà, des objectifs, une politique bien définie. Et puis un rapport RSE aussi qui était nécessaire de rédiger. Et donc, quand je suis arrivée, effectivement, on m'a un petit peu laissé mettre en place une méthodologie pour pouvoir construire notre politique RSE de manière un peu collaborative. Et il m'est apparu essentiel, et c'est notamment effectivement ce que nous conseille également PME+, de pouvoir consulter toutes nos parties prenantes au niveau du groupe pour différentes raisons que je vais donc vous expliquer. Donc voilà, l'idée c'est un petit peu de vous présenter rapidement le groupe Le Gret. Qu'est-ce qu'on entend aussi par partie prenante? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de les consulter? Et puis surtout, comment les consulter sans que ce soit une usine à gaz, on va dire, et que voilà, ça demande beaucoup trop de temps ou qu'on n'ait pas forcément les ressources en interne. L'idée, c'est de se dire qu'on peut le faire voilà, de manière plutôt simple et étalée dans le temps aussi. Et pourquoi aussi, avec les nouvelles réglementations en vigueur, c'est un enjeu qui va devenir assez important. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation. Voilà, ça peut être interactif. Euh, alors, du coup, le groupe Le Gret, en quelques mots, c'est un groupe familial breton qui existe depuis une quarantaine d'années. On est implanté, alors surtout à Guingamp, qui est une ville plutôt connue pour son stade de foot, mais qui a Les aussi... Grecs, ils font des moules, ils font des huîtres ou des trucs comme ça, des produits. Ah, excusez-moi, j'ai pas entendu le début. Donc effectivement, donc un groupe qui est plutôt connu alors pour son stade de foot, mais qui a diverses activités. Donc on est réparti en 4 pôles d'activités. Le groupe Le Gret, c'est 800 salariés, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc on a 10 PME répartis sur le territoire de la Bretagne, avec l'activité historique qui est plutôt des surgelés salés, donc des plats cuisinés surgelés.
Trois sites qui composent le pôle conserverie de viande et de poisson. Et donc là, c'est plutôt de la production de pâtés, de plats cuisinés ou de tartinables, de poissons, etc. On a également une entité qui produit de la pâtée humide pour chiens et chats, donc c'est notre pôle nourriture pour animaux. Et puis on a aussi cinq entités qui représentent le pôle mareyage. Donc là, on est vraiment sur une activité de transformation de produits de la mer. Par exemple des filets de poisson, mais on a aussi une usine un peu atypique qui s'appelle Celtarmor et qui est codétenue à 49% par une coopérative de pêcheurs. Et cette usine permet en fait de décortiquer les coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc et de pouvoir ensuite les revendre et les surgeler. Donc c'est un outil assez atypique qui nous permet aussi d'avoir une filière intégrée puisque Celtigel, notre usine de surgelés, utilise certaines de ces noix de Saint-Jacques. Donc voilà un petit peu pour le groupe, donc un groupe ancré territorialement et qui du coup a aussi un modèle d'affaires un petit peu circulaire. Donc comme je vous l'ai dit, on a une filière intégrée avec notre noix de Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, mais on a aussi beaucoup de liens entre ces différents pôles d'activité qui sont certes très différents, mais qui permettent d'apporter des synergies en fait au niveau du groupe, que ce soit pour faire des achats communs, mais aussi en termes de mobilité interne. L'avantage quand on arrive au sein du groupe Le Gret, c'est qu'on peut démarrer dans une usine et puis évoluer. Progressivement au sein du groupe sans avoir à changer de région. Donc c'est une force en tout cas au niveau du groupe. Et on a voilà, la revalorisation de coproduits qui se fait entre certains sites. Je pense notamment à certains sites de mareyage qui revalorisent des coproduits de poissons, notamment dans le pet food. Donc voilà, donc c'était un petit peu une manière de représenter le modèle d'affaires de notre groupe. Euh, voilà, alors pour rentrer rapidement vraiment dans le vif du sujet, donc effectivement, qu'est-ce qu'on entend par partie prenante? Donc je pense que c'est à peu près su par tout le monde avec le label PME+, mais effectivement, l'idée c'est de se dire qu'une entreprise, elle interagit de manière globale avec différents acteurs, que ce soit en interne ou en externe. Et ces acteurs vont participer à la fois à sa vie économique, donc bien sûr, ça va être les salariés, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, c'est vraiment les interlocuteurs directs de l'entreprise qui, sans eux, elle ne pourrait pas exister. Mais on peut avoir des interlocuteurs un petit peu plus indirects qui vont soit influencer son comportement, l'observer, donc ça va être effectivement les syndicats, les associations environnementales ou sociales. Et puis d'autres interlocuteurs avec qui on peut nouer des partenariats, mais aussi qui peuvent affecter l'entreprise. Donc ça va être les communautés locales, les collectivités ou encore des fédérations professionnelles, etc. Donc, euh, donc l'idée, c'est que ces parties prenantes, elles puissent, enfin, elles ont forcément une image de l'entreprise, et l'idée, c'est de pouvoir les interroger dans le cadre du label PME+. Attends, tout le Mais monde de le manger. Merci beaucoup, c'est gentil. Là, le gâteau, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. que tout le monde peut couper son micro. Je crois qu'il y a certains micros d'ouvert. Super. Donc effectivement, pourquoi est-ce que c'est intéressant de consulter ces parties prenantes qui vont interagir avec l'entreprise plus ou moins régulièrement? L'idée, c'est déjà de maintenir et d'initier un dialogue avec des parties prenantes sur des sujets sur lesquels on va pas forcément avoir l'habitude d'échanger avec eux. Quand je prends les clients ou les salariés, c'est peut-être des sujets qui ne rentrent pas encore en ligne de compte dans les échanges. Et donc, nous, on s'est rendu compte que ça permettait de fédérer autour d'objectifs un petit peu communs et voilà, de pouvoir demander l'avis de nos clients ou nos salariés sur les sujets de la RSE. Ça a permis d'ouvrir le dialogue ou en tout cas de le maintenir sur des sujets un petit peu annexes. Et puis, ça va surtout permettre de savoir comment est perçue votre entreprise en extérieur et quelles sont ses forces aussi et ses faiblesses. Alors, je vous ai un petit peu mis un exemple du retour de l'étude que nous avions faite au niveau du groupe Le Gret, qui était extrêmement pertinente pour savoir un petit peu comment était perçu le groupe. Alors, par exemple, on se disait que notre groupe était plutôt ancré territorialement et c'était effectivement quelque chose qui était perçu à l'extérieur. Mais on avait eu aussi d'autres retours de nos parties prenantes sur la perception de nos salariés, comment est-ce qu'ils se sentaient dans l'entreprise. Donc, il y avait plutôt une bonne image de ce côté-là. Et également sur nos engagements en tant que tels, où les parties prenantes externes ne savaient pas vraiment sur quoi on était engagé, quelles étaient notre démarche RSE. Donc, on a pu aussi percevoir certaines lacunes par rapport à ça, où on avait besoin de peut-être plus communiquer en externe.
Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de remettre un petit peu l'entreprise au cœur du territoire, mais aussi de son écosystème et de savoir comment elle est perçue pour potentiellement aussi ajuster la perception que l'on peut avoir de l'entreprise. Alors, pourquoi les consulter là d'un point de vue plutôt réglementaire? Donc, bon, sur le label PME+, je ne pense pas que je vais vous apprendre quelque chose effectivement, mais c'est un prérequis du label d'identifier les enjeux prioritaires via le dialogue avec les parties prenantes. Donc, je crois qu'il y a pas mal d'outils mis à disposition pour identifier les parties prenantes et puis ensuite construire une matrice de matérialité. Mais on y reviendra. Et il y a aussi un prérequis dans le cadre de la nouvelle directive de reporting, alors qui va peut-être plus ou moins toucher les PME. Voilà, elle est aussi en cours de, comment dire, de report ou potentiellement d'ajustement avec la loi Omnibus, enfin le règlement Omnibus qui va être adopté d'ici fin février et qui va venir effectivement modifier potentiellement cette nouvelle directive. En tout cas, pour les entreprises qui seront assujetties, mais ça risque aussi de ruisseler sur la chaîne de valeur. Et on impose effectivement une analyse, on va dire, de double matérialité. L'idée, c'est de se dire que l'entreprise ne reporte que sur les enjeux qui, pour elle, sont importants. Donc, on appelle ça matériel. À la fois, est-ce que l'entreprise va affecter l'environnement et la société par ses actions? Et aussi, comment est-ce que les enjeux RSE peuvent impacter la performance de l'entreprise, donc de manière totalement financière? Est-ce que le fait de ne pas répondre, par exemple, à l'adaptation au changement climatique peut affecter financièrement l'entreprise? Et c'est un petit peu le travail que nous demande la CSRD, d'analyser ces deux prismes qu'on appelle donc de double matérialité. Et donc, par ce biais, la consultation des parties prenantes va vraiment permettre de hiérarchiser tous ces enjeux en tenant compte des attentes, alors à la fois de ces parties prenantes internes, les salariés, les clients, mais aussi les parties prenantes donc externes, les fournisseurs, les investisseurs. Euh, donc voilà, après l'idée c'est comment est-ce qu'on va les consulter et voilà, la CSRD est très dense, il y a beaucoup de complexité et donc voilà, nous on a essayé un peu d'anticiper, on va dire cette réglementation sans que cela soit trop important à mettre en œuvre et qu'on doive effectivement solliciter tout le monde. L'idée, c'était aussi d'avoir un petit peu une accroche avec nos parties prenantes par le biais de la RSE. Alors, donc comment les consulter de manière pragmatique? La première étape, c'est effectivement de pouvoir identifier ces parties prenantes qui sont pertinentes. Ça va être plus ou moins le cas. Il y a certaines parties prenantes qui vont être essentielles, d'autres un petit peu moins. Donc pour ça, effectivement, il y a un travail de catégorisation qui est essentiel. Alors après, voilà, lister ces parties prenantes, je pense, c'est à peu près facile à faire. Donc il y a les parties prenantes internes, externes. Après, l'idée, c'est de savoir lesquelles sont stratégiques ou non. Et donc là, nous, on avait fonctionné un petit peu avec une grille d'évaluation qu'on avait d'ailleurs soumise aux salariés du groupe. Voilà, c'était pas forcément moi de mon côté qui m'étais penchée sur ce point parce que j'avais pas forcément tous les tenants et aboutissants des contacts qu'on a avec l'extérieur. Et donc, on avait mis en place une petite grille qui est à remplir par les salariés, sachant que chaque site a un copil RSE sur nos 10 sites au niveau du groupe. Et donc l'idée, c'était de se dire quel était le niveau d'importance déjà de la partie prenante pour l'entreprise. Est-ce que si la partie prenante disparaît, clairement, il y a un risque? Bon, bah voilà, si c'est un client, clairement, on est plutôt sur une échelle de 1 à 5 à 5, le risque est très fort. Alors que voilà, si c'est potentiellement une autre partie prenante un peu moins stratégique, on peut être à un risque beaucoup plus faible. Et puis le deuxième point, c'était d'évaluer le niveau de relation avec la partie prenante. Est-ce qu'on interagit régulièrement ou non avec elle? Ça va être le cas sur certaines parties prenantes, les clients ou les fournisseurs, où là, on peut être en contact quasi régulier. Et d'autres interlocuteurs, je pense notamment aux collectivités territoriales, où on va peut-être être un peu moins en lien, ou les associations, peut-être pas du tout pour certains. Donc voilà. Et donc avec cette grille, on arrivait à déterminer si l'entreprise était plus ou moins, enfin si la partie prenante était plus ou moins importante pour l'entreprise. Donc on a abouti, alors le graphique est un petit peu dense, mais un petit peu une hiérarchisation en fait des parties prenantes du groupe. Donc là vous avez vraiment toutes les parties prenantes, donc c'est assez dense. Mais l'idée c'est de se dire que en abscisse ça va être vraiment est-ce que la partie prenante on interagit beaucoup avec elle. Et en ordonnée, c'est est-ce que la partie prenante est stratégique pour l'entreprise.
Et donc, vous avez en rouge les parties prenantes qui vont être stratégiques, donc concurrents, consommateurs, associations de consommateurs, avec qui on échange en revanche assez peu. Donc, c'était un petit peu un point d'alerte de se dire il faut qu'on échange plus potentiellement avec les consommateurs parce que comme on est une entreprise qui produit principalement à marque distributeur, nos clients, ce sont la grande distribution, donc on a moins d'interactions avec les clients directs. Donc, ça, c'était un petit point d'alerte, par exemple, pour nous. Et puis ensuite, on a les parties prenantes, alors là, ici en jaune, qui, elles, sont à la fois stratégiques et avec qui on échange assez régulièrement. Et donc, par le biais de cette analyse, on a pu identifier effectivement toutes les parties prenantes sur lesquelles on devait absolument avoir une consultation et celles sur lesquelles c'était un petit peu moins nécessaire, effectivement. Sachant que voilà, quand on est sur du orange, on est sur des parties prenantes plutôt, on va dire, importantes et avec lesquelles on dialogue pas mal. Euh, donc voilà. Après, voilà, comment dire, cette slide, enfin, ce schéma peut être perfectible dans le sens où là, il y avait beaucoup de parties prenantes identifiées, mais comme on avait beaucoup d'activités, on peut interagir à la fois avec des coopératives de pêcheurs, la grande distribution, mais je pense qu'elle peut être tout à fait simplifiée avec voilà, une vingtaine maximum de parties prenantes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si ça vous paraît clair jusque-là. Euh, bon, une fois qu'on a du coup mis en place, enfin, hiérarchisé ces parties prenantes et qu'on sait à peu près lesquelles on va devoir interroger, l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on les consulte de manière plutôt pragmatique et qu'on collecte un petit peu toutes les informations nécessaires. Il va y avoir pas mal d'informations clés qu'on peut trouver déjà sans consulter aucune partie prenante. Nous, on avait fait un petit peu un travail d'analyse en interne, donc de faire un benchmark de tous les rapports RSE qui peuvent exister dans les secteurs d'activité. Ça permet déjà d'avoir un peu une idée de tous les enjeux RSE du secteur. On avait aussi pas mal regardé les exigences réglementaires. Donc rien que dans la CSRD, il y a déjà un certain nombre d'enjeux qui sont listés. Et notamment, par exemple, l'enjeu climatique est considéré comme un enjeu qui est forcément important pour les entreprises. Donc ça, c'était un petit peu une partie bibliographique où, voilà, en regardant certaines études, en regardant tous les rapports RSE, on peut déjà avoir une idée de quels sont les enjeux les plus importants. Et puis ensuite, il y avait le dialogue avec les parties prenantes en tant que telles, que je vais donc détailler ensuite. Mais voilà, la première étape, c'est déjà un petit peu aussi d'identifier les enjeux qui vont être importants pour l'entreprise. Pareil, sans qu'on en ait une centaine. Donc ce travail bibliographique permet déjà d'identifier quels sont les enjeux pour l'entreprise. Donc nous, on s'était basé sur le label PME+, qui liste déjà un certain nombre d'enjeux. On avait un petit peu regardé aussi la CSRD. Et puis avec tous les benchmarks des rapports RSE, on avait listé 24 enjeux en fait qui nous semblaient importants pour l'entreprise pour voilà, ne pas non plus trop s'éparpiller. Et donc ensuite, on est vraiment rentré dans la partie consultation pure et dure. Et là, on s'est fait accompagner par un cabinet, en tout cas sur la partie interrogation des parties prenantes. C'est pas forcément nécessaire, mais nous, ça nous paraissait intéressant dans le sens où on allait interroger certaines parties prenantes un petit peu stratégiques. Je pense notamment aux clients. Et l'idée, c'était que aussi elles puissent se sentir libres de pouvoir dire tout ce qu'elle pense sur l'entreprise. Donc ça nous paraissait intéressant que ça soit une personne neutre qui puisse interroger les parties prenantes. Donc le cabinet a réalisé une quinzaine d'entretiens. Donc là, c'était des entretiens vraiment d'une heure avec les parties prenantes où on demandait, on avait vraiment aussi du qualitatif, c'est-à-dire on demandait à la partie prenante, donc par exemple au client ou à un salarié même, qu'est-ce qu'il pensait de manière générale de l'entreprise. Et ensuite, on allait l'interroger sur les différents piliers de la RSE, donc l'économie, le social, l'environnement, le territoire et la gouvernance. Chaque partie prenante devait mettre une note et puis on avait aussi une note à mettre sur les différents enjeux qu'on avait identifiés. Donc ça nous permettait vraiment d'avoir une frise avec des notes qui étaient aussi établies en plus du qualitatif. Et moi, j'ai donc réalisé environ 5-6 entretiens moi-même aussi pour pouvoir me rompre à l'exercice. Et puis c'était aussi intéressant d'avoir des contacts avec nos parties prenantes extérieures. Donc ça, c'était vraiment la partie très qualitative. Et on a aussi couplé ça avec des questionnaires qu'on a envoyés à nos fournisseurs, à nos clients et à nos salariés. Donc c'était aussi intéressant
dans les usines, vraiment de pouvoir permettre aux salariés de pouvoir remplir un questionnaire où là, ils devaient choisir parmi les 24 enjeux, 5 enjeux qui leur semblaient les plus importants pour l'entreprise. Donc ça allait vraiment sur la partie environnementale du tri des déchets jusqu'à la formation, les conditions de travail. Et d'ailleurs, assez étonnamment, les enjeux qui ressortaient étaient très liés en fait à leur métier. Donc, par exemple, c'était surtout l'utilisation de l'eau, enfin, le tri des déchets. Donc, on voyait bien que, voilà, en fonction du métier de chaque salarié et notamment ceux qui sont sur site de production, on avait des questions qui étaient, enfin, des réponses qui étaient assez similaires. Et surtout, la partie environnementale prenait de la place. Donc, on a été assez surpris par les résultats, en tout cas dans le bon sens. Donc voilà, donc au total, on a eu 191 questionnaires qui ont pu être collectés. Bon, voilà, c'est un chiffre assez important. Je pense que avec déjà une cinquantaine de questionnaires, on a largement de quoi avoir quelque chose de représentatif. Mais voilà, on a essayé d'interroger à la fois les salariés, les fournisseurs et les clients. Après, si vous avez des questions sur les modalités, nous, on a vraiment essayé de faire au plus simple. On a pris un Google Form qu'on a envoyé vraiment à tous nos fournisseurs. Et puis ensuite, moi, je collectais les réponses. Et la partie un petit peu la plus délicate, je dirais, c'est plutôt la suite. C'est ensuite de pouvoir agréger toutes ces informations pour pouvoir, alors, en faire une matrice de matérialité. En soi, c'est pas forcément une obligation, notamment dans la CSRD. Mais c'est vrai que nous, ça nous a vraiment permis de prioriser un peu nos enjeux RSE les plus importants. Euh, donc pour aboutir à ça, il y a un petit peu de travail derrière, mais là, je vous montre déjà le résultat. Donc ça, c'est la matrice de matérialité. Donc vous avez en abscisse l'importance de l'enjeu pour l'entreprise. Ah, je ne sais pas si on voit bien. Hop. Donc vous avez effectivement en abscisse l'importance de l'enjeu pour l'entreprise et en ordonnée l'importance... Non, pardon. En abscisse oui, c'est ça. Et en ordonner l'importance, on va dire, plutôt sociétale. Donc, est-ce que l'enjeu euh, est impactant enfin, est-ce que l'enjeu est impactant pour la société? Donc, est-ce que, par exemple, on peut avoir un impact sur les salariés si, effectivement, les conditions de travail ne sont pas bonnes? Et est-ce qu'il y a un enjeu pour l'entreprise d'un point de vue financier, c'est-à-dire si on ne répond pas à l'objectif, est-ce que, voilà, l'entreprise est en risque? Donc, ces deux aspects-là nous ont permis de prioriser. Alors, on voit bien que nous, ce qui ressortait vraiment en premier, c'était les conditions de travail des salariés, bien sûr, et puis aussi la qualité du produit, qui est forcément un enjeu essentiel. Alors après, cette matrice, elle va pas venir vérifier si l'enjeu, il est déjà, comment dire, enfin, est-ce qu'on a déjà répondu à l'enjeu, c'est-à-dire est-ce qu'on est déjà mature, il va vraiment venir prioriser l'enjeu. Donc effectivement, on a déjà pas mal d'engagements de prise sur les conditions de travail et sur la qualité du produit, où là c'est vraiment notre cœur de métier et je pense toutes les entreprises d'agroalimentaire au sens large. En tout cas, on a bien compris que c'était effectivement à la fois pour l'entreprise bien sûr et pour nos parties prenantes des enjeux essentiels. Et puis ensuite, on avait tous les enjeux plutôt environnementaux qui sont ressortis, donc effectivement l'énergie, le climat, l'éco-conception, la gestion de l'eau, etc. C'était ensuite les enjeux les plus importants. Et puis, à contrario, certains enjeux comme notamment tout ce qui est dialogue social, alors inclusion, diversité, etc. Ce sont des enjeux qui sont moins ressortis, peut-être parce que vraiment c'est des enjeux auxquels on répond déjà ou sur lesquels on est peut-être ou c'est peut-être moins prioritaire effectivement par rapport aux conditions de travail. Pareil sur la partie biodiversité, donc c'est le 16 que vous voyez ici. L'enjeu est assez peu ressorti, donc là on était un petit peu étonnés parce que c'est quand même un enjeu important pour l'agroalimentaire. Après, voilà, c'est aussi des enjeux qui sont moins connus. En tout cas, bon, cette matrice, elle date de 2023 déjà, donc je pense que peut-être si on refaisait l'exercice cette année, la biodiversité serait un petit peu plus haut. Après, voilà, tout est perfectible. Donc voilà un petit peu ce que ça a pu donner. Donc l'idée c'est de se dire que une fois qu'on a tous ces enjeux prioritaires, on est forcément censé avoir des objectifs de définis, une politique de définie sur ces derniers. En tout cas, c'était un bon outil pour qu'en interne, on puisse aussi le présenter aux salariés, à la direction et que voilà, ils puissent voir, se rendre compte en tout cas de ce qui semblait prioritaire pour le groupe. Et donc pour la partie agrégation,
Je vous ai épargné un petit peu le tableau Excel où on a tout répertorié, donc les entretiens d'une heure et tous les questionnaires, puisqu'il est assez lourd. Mais il y a tout un travail de cotation qui a été fait avec lequel le cabinet nous a quand même, sur lequel le cabinet nous a bien aidé quand même. L'idée, c'était de se dire que voilà, comment est-ce qu'on fait pour mettre ensemble tous ces questionnaires, quali et quanti, et avoir une cotation en fait. Donc, comment est-ce qu'on aboutit à une note de 1 à 5 sur chaque enjeu RSE. Donc voilà, donc là on a vraiment pris des parties prises, des choses qu'on a discutées avec le cabinet. Il n'y avait pas forcément de méthodologie type à suivre. Après l'enjeu c'est effectivement de la fiabilité de la donnée sur autant de questionnaires, etc. Il faut qu'on puisse, il faudrait presque pratiquement avoir un logiciel dédié ou qui envoie les questionnaires, qui regroupe la donnée. Nous on a fait ça un petit peu de manière manuelle. Mais voilà, je pense que quand on fait un petit peu moins de questionnaires, un peu moins de consultations, ça peut être plus facile aussi à agréger. Donc voilà, donc c'est vrai que la recommandation, c'est potentiellement aussi des fois de se faire accompagner quand on n'a pas la ressource en interne, ou alors en tout cas de simplifier aussi, c'est tout à fait possible. Et là, j'ai juste rajouté alors sur la CSRD qui en soi est à peu près similaire à ce qu'on a fait, mais ils intègrent un petit peu plus de critères, donc c'est quand même pas mal de travail aussi. Donc sur la partie, en fait, ce qui est regroupé, c'est enfin, ce qui est regroupé dans la partie CSRD, c'est l'impact et les risques et opportunités. Donc les impacts, ça va être la matérialité d'impact, donc c'est ce que vous avez vu en abscisse. Il faut absolument déterminer effectivement la gravité, l'étendue, l'irréversibilité et la probabilité. Donc là, ça devient complexe de se dire est-ce que l'enjeu est grave, est-ce qu'il est irréversible et est-ce qu'il est probable qu'il arrive. Donc ça rajoute effectivement des notations supplémentaires. Et puis ensuite sur la partie donc financier, là c'est les risques et opportunités. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément intégré la partie opportunité au sein du groupe. On s'est surtout concentré sur les risques. Donc là c'est de savoir est-ce que il y a une opportunité pour le groupe, par exemple, du fait du changement climatique, de pouvoir se positionner sur tel et tel produit. Ça peut être, par exemple, ce type d'enjeu. Et il y a aussi la partie chaîne de valeur qui est demandée par la CSRD, mais au bout de 2 3 ans, de pouvoir aussi bien se concentrer sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire à la fois en amont, donc l'enjeu climatique, par exemple, va vraiment aller jusqu'à l'extraction des matières premières et pas seulement au niveau de l'usine, et puis aussi en aval, comment le produit est consommé, par exemple. Voilà un petit peu pour la partie méthodologique, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Alors Justine, on avait une question. Alors c'était oui. plutôt la slide précédente. Je me permets de vous la poser Mhm. directement. Sur la cartographie des parties prenantes, quel outil avez-vous utilisé pour obtenir cette grille? Je crois que vous l'aviez La évoqué, mais cartographie, c'est ici. oui. Alors vraiment, on s'est basé sur Excel, donc c'est vraiment que du manuel pour le coup. Donc c'est une agrégation sur Excel de tous les questionnaires qui ont été envoyés aux salariés. Et ensuite, j'ai recoupé enfin, via un graphique vraiment. Donc voilà, pour le coup, on n'a pas utilisé nous de logiciel pour faire à la fois la cartographie des parties prenantes ou cette matrice que vous voyez ici. On a tout fait sur Excel pour le coup. Merci Justine. Voilà, et pour terminer, alors juste pour un peu avoir une idée de rétro-planning, bon là c'est vrai qu'avec la CSRD, si on a un petit décalage, en tout cas dans la mise en œuvre de la directive, on devrait potentiellement avoir un peu plus de temps. En tout cas, pour vous donner une idée, moi comment j'avais un petit peu réparti pour que ce soit pas non plus quelque chose de trop chronophage et que ça me prenne pas trop de temps sur les autres missions. J'avais réparti ça sur presque ouais, 6 mois en tout cas. L'idée, c'était d'avoir une partie déjà un peu plus bibliographique. Donc là, c'était un peu l'identification des enjeux pertinents, toute la lecture des rapports, un peu l'appropriation des enjeux réglementaires également. D'avoir une partie sur 2 mois, un petit peu d'identification des parties prenantes et de leurs attentes. Donc là, effectivement, c'est la partie où j'ai pu aller sur chacun des sites pour interroger les salariés. Et puis ensuite, caler les entretiens. On a réussi à faire ça, je crois, en un mois, de caler tous les entretiens, donc la vingtaine d'entretiens. C'était avant les vacances d'été, on va dire pour du coup effectivement avoir 1 heure avec chaque personne et puis envoyer tous les questionnaires aux clients, salariés et fournisseurs.
Et puis après, il y avait une partie effectivement plus de traiter la donnée et d'arriver à la matrice. Et donc là, on avait pris un petit peu la période estivale pour pouvoir aboutir un peu à cette matrice de matérialité. Donc effectivement, sur 6 mois, ça peut être quelque chose qui est fait en parallèle, on va dire, d'autres missions sans que ce soit trop chronophage, on va dire. Et bah, grâce à cette matrice de matérialité, ça a vraiment nous permis en tout cas d'aboutir à notre politique RSE et ensuite de pouvoir aller sur les sites également et de faire des ateliers pour définir vraiment là des objectifs et des actions RSE en fait sans avoir à justifier de l'importance de chaque enjeu RSE. Cette matrice, elle arrivait directement en haut de la présentation pour dire bon bah voilà, nos enjeux c'est ça. Maintenant, il faut qu'on puisse se fixer des objectifs. Donc, c'est vrai que ça permettait aussi de gagner du temps sur est-ce qu'on est légitime ou pas à aller sur ces enjeux, parce qu'en tout cas, oui, on avait de quoi le justifier en termes de, voilà, de matière et aussi de parties prenantes. Voilà un petit peu pour la partie rétro-planning. Donc, pour conclure, je pense que les 3 points essentiels, je dirais que c'est effectivement bah, d'anticiper un petit peu l'exercice pour justement que ce soit pas fait dans l'urgence et d'impliquer aussi la direction et la gouvernance. C'est très important voilà, qu'ils soient d'accord avec la consultation de toutes les parties prenantes, qu'ils puissent être impliqués, qu'ils puissent aussi fournir tous les contacts, forcément, et puis et qu'ils soient aussi conscients que enfin, que même pour eux, d'un point de vue stratégique, hormis la RSE, ça a aussi un intérêt quand même de savoir comment est perçue son entreprise en externe. Ne pas hésiter à se faire accompagner, alors que ça peut être en interne ou en externe, pour effectivement valider la méthodologie ou pour la partie un petit peu plus, on va dire, technique d'agrégation des données. En tout cas, moi, ça m'a bien aidé de pouvoir me confronter à un cabinet qui a pu m'aider, en tout cas, sur cette partie-là. Et puis ne pas sous-estimer la matérialité financière, là c'est plutôt effectivement de bien impliquer aussi potentiellement les services administratifs et financiers. C'est quelque chose que nous, par exemple, on n'a pas trop fait. On a interrogé le top management en fait du groupe pour savoir voilà, si on répond pas à tel enjeu, est-ce qu'il y a un impact pour l'entreprise. Mais je pense que ça peut être quelque chose de plus poussé, même si c'est pas encore évident, je trouve, voilà, de prendre un enjeu RSE et de se dire quel est l'impact pour l'entreprise concrètement. Si on ne le fait pas, c'est difficile d'anticiper, par exemple, tous les impacts du changement climatique, etc. Mais au moins de se poser les questions, ça peut être intéressant aussi d'aller un petit peu plus loin sur cette partie-là. En tout cas, ça serait, nous, si enfin, quand on refera l'exercice, ça sera quelque chose qu'on poussera un petit peu plus loin. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là. Je ne sais pas s'il y a des questions potentiellement. Euh, Ici, j'ai une petite question, Justine. Bravo pour le travail que vous avez fait, parce que je pense que c'est effectivement très long et assez complexe. J'avais juste quelques questions sur la partie consultation. Donc, Mm. j'imagine que vous avez envoyé des questionnaires à vos parties prenantes principales. Donc, vous avez dit tout à l'heure salariés, fournisseurs, clients. Oui. La partie client, c'est quelque chose que vous avez externalisé, j'ai cru comprendre. Alors pour les questionnaires, non. La partie client, on a externalisé la partie Entretien. consultation les entretiens d'1 heure. C'était un peu plus, enfin un petit peu moins Ok. délicat que ce soit nous qui le faisions. Par contre, pour les questionnaires, on leur a envoyé directement, vraiment par le biais de nos acheteurs, on a envoyé le questionnaire. Et ça a marché? Ils ont pu répondre? Alors, les clients, Ah, c'était un petit peu ah plus oui, compliqué, je vais pas vous mentir. ah, d'accord. Nos fournisseurs, ils y répondaient tous. Les Bien. clients, je crois qu'on a eu 10-15% de taux de réponse. Donc, c'était assez faible, effectivement. Ouais, c'est Donc, bon, trois tu as fois quand même plus. tenté l'exercice. Ouais. Ok. Du coup, il y a eu d'autres consultations, parce que je vois que vous, dans votre matrice, vous parlez de riverains, vous parlez de concurrence. Du coup, cette consultation, elle se faisait par le biais d'analyses ou d'études, c'est ça? De Oui, benchmark. plutôt. Effectivement, les concurrents, bah, c'était plutôt le benchmark des rapports RSE, etc. Les riverains, on les a pas consultés pour le coup parce qu'ils apparaissaient pas comme étant une partie prenante, on Critères. va dire, Bon, stratégique. ouais, Voilà, mais on devait quand même évaluer est-ce que voilà, c'est important ou non. Mais nos sites sont pas situés forcément sur des zones très habitées. Donc eux, pour le coup, on les a pas consultés, hein. ça marche. Et juste, vous parlez d'un accompagnement externe, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais euh, est-ce que vous aviez dégagé un budget? Et si oui, c'était combien de budget associé à ça? Oui, bah, effectivement, on a dû effectivement dégager un budget. Alors, je dirais, ce que la mission a intégré aussi une autre partie un peu plus sur la fin, animation d'un séminaire RSE.
Je pense qu'on devait être autour de 5 000 à 6 000 € à peu près pour cette partie-là, je dirais. Ok. Ok. Et dernière question, mais je crois que vous venez de répondre. Est-ce que vous avez, vous, senti une sorte d'adhésion collective de l'entreprise? Puisque souvent, la RSE, elle est comprise de différentes manières par rapport aux différentes populations ou acteurs, mais on n'a pas forcément. Enfin, ils sont tous contents d'avoir de la RSE, mais ils sont pas forcément tous acteurs réellement. Donc, Mm. quand on vient leur demander de passer du temps sur une réflexion particulière qui va répondre à un enjeu RSE, bon, ils sont pas toujours motivés. Vous, vous Mm. avez senti un engouement général ou une sorte de participation collective à ce projet? En interne, j'entends. Alors oui, alors après enfin nous comment on fonctionne, c'est qu'on a des copies RSE dans les entreprises, donc c'est une dizaine de personnes, donc ça reste assez petit, qui sont réunies 2 à 3 fois par an. Pour justement évoquer ces sujets-là. Après, en interne, effectivement, on a diffusé les questionnaires de manière très large. Bon, alors, est-ce qu'il y a eu un engouement? C'était un premier pas, on va dire. Après, mobiliser les salariés, ça prend du temps. En tout cas, je pense que ça a été apprécié qu'ils soient consultés ou qu'on leur demande leur avis sur eux, enfin, qu'est-ce qui leur semblait important. Mais ensuite, enfin, il faut continuer. Donc, on leur a présenté ensuite la politique RSE à tous les salariés, etc. Donc, on essaye en tout cas de les tenir informés de ce qu'on fait sans que ce soit non plus, comment dire, une injonction, que ce soit culpabilisant parce enfin, voilà, ils sont pas tout seuls et c'est à l'entreprise de prendre les politiques et de les mettre en place. Mais en tout cas, ça a ouvert le sujet, ça a permis de sensibiliser à ce que c'était que la RSE, on va dire. Ah, mais je pense qu'ils sont plus contents d'avoir de l'information descendante, ça c'est certain, et ils ont dû apprécier d'être consultés. Effectivement, c'est une sorte de participation, mais Mm. j'entendais surtout dans votre équipe projet, est-ce que c'était Justine et le consultant, ou est-ce que vraiment vous aviez une team derrière et l'entreprise était engagée et vous voyez qu'il y avait une grande équipe à différents niveaux qui ont participé à ce gros projet? Ah oui, oui, par contre, au niveau de la politique RSE au global, oui, ça a été vraiment une équipe projet et la direction est vraiment impliquée. Donc, sur ces 6 9 mois, on a fait beaucoup d'ateliers aussi. Ok. Et donc, tout le monde a participé, en fait. Enfin, les actions, elles sont pas du tout venues de moi, elles sont vraiment venues du terrain et ensuite du top management. Donc, oui, pour le coup, ça a vraiment créé de l'adhésion et c'était très fédérateur aussi, même d'échanger autour de sujets, pareil sur lesquels on n'avait peut-être pas forcément l'habitude de faire avant, et là vraiment de se poser et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau du groupe pour répondre à tel enjeu. Donc oui, j'ai trouvé que c'était très, très fédérateur en tout cas d'avoir cette démarche au niveau du groupe. Ok, merci. Merci Mathieu, Justine. Alors, j'ai une question dans le chat, Justine, d'Élodie de Locke Maria. Biscuit, combien de personnes ont travaillé sur cette cartographie sans parler du consultant externe? Juste moi, du coup. Ouais. Après, bon, j'ai la chance d'être vraiment à 100% sur la RSE au niveau du groupe, donc forcément ça aide. Euh, j'ai pas d'autre casquette que la RSE. Donc oui, c'était moi le consultant, avec bien sûr des points réguliers avec la direction pour valider les différentes étapes. Et je vois qu'il y a une question effectivement sur le cabinet qui nous a accompagnés. Bah, oui, il n'y a pas de souci enfin, pour le nommer. C'est l'agence Déclic. C'est un cabinet qui est situé à Rennes historiquement. Euh, et enfin voilà, on était très satisfaits en tout cas de leur accompagnement. J'avais une question ici sur les fournisseurs, enfin les parties prenantes externes. Est-ce que vous avez plus affiné l'analyse par fournisseur ou est-ce que vous êtes resté sur le global et vous avez envoyé par exemple à tous les fournisseurs? Quand vous dites, enfin, est-ce qu'on s'est concentré sur certains types de fournisseurs? C'est ça? Oui, est-ce que vous êtes concentré quand vous avez fait la cartographie des parties prenantes sur les fournisseurs ou clients qui avaient le plus d'impact ou d'influence sur vous dans votre analyse ou est-ce que vous êtes resté global et vous avez envoyé le questionnaire à tout le monde? Non, effectivement. Alors moi, j'ai demandé à chaque site de me donner ouais, leurs principaux fournisseurs, effectivement. Donc que ce soit nous plutôt matières premières ou emballage, je leur ai demandé, il me semble que c'était une vingtaine de fournisseurs par site. Donc on a fait l'exercice sur notre activité surtout industrielle. Donc ça faisait au total 60 fournisseurs à peu près. Mais effectivement, on n'a pas interrogé tout le monde, on a quand même fait un tri sur les fournisseurs les plus importants. D'accord, merci.
Est-ce que je peux Oui. vous poser une question un peu technique sur les questionnaires eux-mêmes? Combien de questions à peu près dans chaque questionnaire? Est-ce qu'ils étaient différents entre les clients, les fournisseurs et les salariés? Ou est-ce que les domaines étaient à peu près les mêmes, enfin les thématiques étaient libellées de façon différente? Alors, je pourrais éventuellement vous les montrer rapidement, c'est possible, il faut juste que j'arrive à me connecter. Mais les questions étaient pas tout à fait les mêmes dans le sens où sur la partie, on va dire, fournisseurs, on a un petit peu profité pour leur poser quelques questions sur eux. Est-ce qu'ils faisaient de la RSE? Quelle était la personne en interne qui était identifiée? Est-ce qu'ils avaient pris des engagements? Ça nous a aussi permis de savoir quel était un peu leur niveau de maturité. Donc, il y avait plus de questions pour la partie fournisseur où vraiment on a profité pour récolter de l'information. Et ensuite, on leur demandait vraiment de classer les 24 enjeux, enfin d'en sélectionner 5. Et donc, pareil pour les clients. Là, c'était beaucoup plus light. Voilà, on sait qu'ils ont pas forcément le temps d'y répondre. Donc, là, c'était vraiment de nous donner 5 enjeux les plus prioritaires sur ceux qu'on avait présélectionnés. Donc, c'était plus court. Merci. On a une question dans le chat. Justine, avez-vous réalisé une pondération des réponses de vos parties prenantes? Par exemple, si une partie prenante est plus importante pour vous, sa réponse va peser plus lourd dans la matrice. Hmm. Pas forcément, non. Non, on a vraiment considéré tout le monde au même niveau. Donc, on n'a pas pondéré, par exemple, si effectivement un client pèse plus lourd ou si un fournisseur pèse plus lourd. J'avoue qu'on n'a pas fait de pondération à ce niveau-là, non. En revanche, je sais qu'on a rajouté un peu des points bonus, notamment si on voyait que l'enjeu, par exemple, chez nos concurrents était très important, on lui a mis un point bonus. Enfin, voilà, on a essayé un petit peu aussi quand même d'intégrer cette partie benchmark et d'intégrer aussi la partie, alors CSRD. Si l'enjeu était visé par la CSRD, pareil, on avait mis un petit point bonus, je me souviens. Mais en tout cas, non, on n'a pas pondéré en fonction de chaque client, sinon ça aurait été vraiment complexe en termes de notation, quoi. C'était une manière de pondérer plus pour aller plus à l'essentiel. Le Mm. fait de rajouter des points bonus, c'est intéressant comme Ouais, et puis approche. après, en gros, chaque partie prenante, alors dans les questionnaires, on va dire quantitatifs, chaque partie prenante, du coup, avait une note, entre guillemets, il y avait la note client, la note fournisseur et la note salarié, et chacun était au même niveau. Pour l'engagement des collaborateurs, avez-vous réalisé un outil particulier? Alors pour les collaborateurs, on avait fait effectivement par le Google Form. Alors on avait mis un QR code pour y accéder sur les sites et on avait aussi fait des questionnaires papier. Donc là, on a fait un petit peu de manière plus manuelle parce que enfin, voilà, chaque salarié on voulait que tout le monde vraiment puisse y accéder et dans les usines, on n'a pas forcément son portable, etc. Donc on avait vraiment imprimé les questionnaires en papier. Donc ça demandait un petit temps ensuite pour pouvoir agréger aussi la donnée et la reporter. Donc c'était vraiment manuel pour le coup. Justine, dernière question. Est-ce que c'est une présentation que vous pouvez partager ou pas du tout par rapport à la confidentialité de certaines données? Et pareil, est-ce que, sans vouloir être intrusif, vos questionnaires, c'est quelque chose que vous pourriez partager en peut-être supprimant des choses qui sont particulières avant, mais euh, pour peut-être faire gagner du temps à tous ceux qui sont dans cette démarche-là, et moi y compris? Non, non, la présentation, il y a pas de confidentialité, elle peut être communiquée et les questionnaires aussi. Enfin, oui, je pourrais les communiquer à Catherine. En soi, enfin, voilà, la sélection des enjeux, etc., c'est pas du tout confidentiel. Même les questions aux fournisseurs, c'est assez typique. Donc, pas de souci, ouais, je pourrais les envoyer à Catherine. Très bien, merci. C'est très chouette de pouvoir partager l'information comme ça. Justine, merci beaucoup. C'est vrai que c'est souvent des questions que l'on a de comment s'y prendre et qu'est-ce qu'on demande d'ailleurs à nos parties prenantes, comment, etc. Ça pose énormément de questions, donc ça va être précieux. Alors, je précise que oui, vous avez chacun
vos enjeux propres. Il faut pas faire de copier-coller, hein, c'est pas l'idée de la RSE. Mais s'inspirer, c'est l'idée du Café PME+. Alors voilà. Il y a une dernière question, c'est est-ce que vous pourriez redire les abscisses et ordonnées sur le graphique de hiérarchisation des parties prenantes, Justine? Ouais, je vais remettre le... Hop, je vais remettre Donc, oula, ça passe trop vite. Alors, du coup, en abscisse, c'était le niveau de dialogue. Donc, de 1 à 5, est-ce qu'on dialogue souvent ou pas du tout avec la partie prenante? Donc, c'était issu en fait du questionnaire avant qu'on avait envoyé où chaque salarié devait noter de 1 à 5. Et donc, on avait fait en gros une moyenne. Et en ordonnée, c'était le niveau d'importance. Donc là, c'est est-ce que la partie prenante met en péril en fait l'entreprise si jamais on n'a plus de contact avec elle ou si elle disparaît. Donc voilà. Donc pareil, c'était issu du questionnaire avant qu'on avait envoyé aux salariés. Donc par exemple, effectivement, la grande distribution apparaissait comme à la fois un acteur avec qui on parle souvent et qui est très important. Et effectivement, par exemple, les riverains, c'était d'acteurs avec qui on parle assez peu, mais qui ont peu d'impact sur l'entreprise dans le sens où bah, on n'est pas situé forcément dans des zones très, très habitées. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Apparemment oui, très clair. Donc merci Justine. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une dernière question, parce qu'on arrive à la fin du timing? Alors oui. Différente à un niveau de dialogue. Pour les rachats, comment faire si chaque partie prenante a une importance différente et un niveau de dialogue pour chaque site du groupe? Ben, moi, du coup, j'avais fait une moyenne en fait à chaque fois pour arriver à quelque chose au niveau du groupe. Donc, c'est vrai que oui, du coup, chaque site avait un peu un graphique différent. Et après, j'ai agrégé au niveau du groupe pour qu'on ait quelque chose de global. Mais en soi, je peux donner à chaque site un petit peu sa hiérarchisation, mais il fallait que j'ai quelque chose de global parce que oui, effectivement. Bah, par exemple, les criers pour des entreprises du pet food, ça n'avait aucune importance. Donc oui, il y avait quand même un travail d'agrégation. Et comment structurer les parties prenantes lorsque certaines sont gérées par le groupe ayant un impact sur notre site et d'autres parties prenantes qui sont gérées directement par nous? Alors, j'ai du mal à comprendre la question. Donc, c'est Alexiane, si jamais vous pouvez préciser. Vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour. Alors oui, donc nous, ça a été racheté par un groupe il y a quelques années. Donc on est encore en restructuration, enfin en organisation, donc ça risque encore de changer. Euh, Là, actuellement, on est un peu embêté, nous, la cartographie des processus, des parties prenantes, dans le sens où certaines sont gérées en fait directement par le groupe. Donc nous, d'accord. on n'a pas forcément la main mise dessus, mais ils ont un impact sur nous. Et d'autres parties prenantes, où nous, on gère directement en fait par rapport à notre site, par rapport à ce qu'on a besoin. Et c'est en fait comment le structurer dans une cartographie pour que ce soit compréhensible pour nous, qu'on puisse voilà, bien visuel, etc. Est-ce que vous C'est voudriez faire une cartographie au niveau de votre site ou au niveau du groupe? pas sur notre site, mais comme Et certaines du coup, parties vous prenantes, aurez... il y a un impact par rapport au point. Donc, je suis un peu bloquée là-dessus. Parce que l'idée, c'est de se dire comment est-ce que vous faites pour pouvoir les interroger, ces parties prenantes, potentiellement, ou... Bah, il y a ça aussi, mais ouais, c'est comment les inclure en fait dans notre cartographie. Si on doit présenter par rapport, je regarde par rapport à une dernière audit de PME+, c'était vraiment ce qui ressortait par rapport aux parties prenantes. En fait, c'est vraiment la restructuration de cette cartographie. Ok, d'accord. Parce que même le groupe, en soi, pour vous, c'est une partie prenante, du coup, importante, j'imagine. Enfin, c'est compté comme une partie prenante, je pense. C'est ça. Donc, bah oui, là, c'est sûr, c'est pas évident. J'ai pas forcément la réponse à votre question, si ce n'est est-ce que ouais, votre groupe vous a fait une cartographie et peut un peu vous transmettre les résultats pour que vous puissiez l'intégrer ou si vous considérez déjà le groupe comme une partie prenante et du coup les parties prenantes qui vont dépendre du groupe, bah, vous les excluez un petit peu du scope. Là, D'accord. je sais pas, c'est plutôt méthodologique avec Oui, le label, donc je ne veux pas m'exprimer. d'accord. Bon, merci. Je réponds pas
pas forcément à votre question, mais, Oui, non, mais c'est pas grave. mais ouais, c'est pas évident. Merci beaucoup. Eh bien, est-ce qu'il y a encore des questions? Je sens qu'il y a vraiment un dynamisme autour de la présentation de Justine et un grand intérêt. Ça fait plaisir. Euh, Écoutez, si... Catherine, c'est moi, c'est Myriam. Juste pour Oui, répondre à Mathilde sur serait-il possible de recevoir le replay, c'est enregistré et ce sera sur votre espace labellisé après. On vous fera un mail pour vous répéter tout ça. Ne vous inquiétez pas. D'accord, merci. c'est ça. J'allais vous répondre par écrit, mais Myriam m'a devancé. Et puis, je me permets de vous inviter au prochain Café PME+, qui a lieu le 12 février. Myriam vient de vous mettre dans le chat le lien sur les innovations de rupture avec la société Love and Green. On va changer de thème. Alors, je vais conclure cette rencontre qui a été fort intéressante, fort complète. Je remercie énormément Justine pour le travail qu'elle a fourni de pédagogie, comment dire, d'adaptation de son travail et des actions qu'elle a menées pour vous le faire partager. C'est vraiment précieux, je tiens à le redire. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite très nombreux sur les prochains Café PME+. Ça, on va avoir de très beaux sujets cette année. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Je remercie Myriam pour son appui. C'est vraiment une bonne session. J'ai beaucoup apprécié ce café. Je pense que c'est le cas de vous tous. Bah, merci beaucoup à tous en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justine. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au Merci à revoir. tous. Au revoir.